Hello et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture sur un petit peu spécial, enfin rien de très spécial, mais sur les dernières pépites que j'ai lues, vraiment pour les livres pour lesquels j'ai eu un coup de cœur, que j'ai vraiment apprécié, adoré, dévoré, qui sont dans des genres différents, mais que j'ai beaucoup aimé. Alors il y en a que j'ai lu depuis un petit moment, j'espère que je vais quand même bien me souvenir, enfin, si je m'en souviens, mais c'est toujours les prénoms un petit peu qui m'échappent. Mais voilà, j'espère que je vais réussir quand même à bien me remettre les idées dans l'ordre. Je vais commencer avec Nightbed de Alex Asté ou Aster, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions Lumen, qui est le tome 2 de Light Lark. J'avais eu un coup de cœur pour Light Lark et les éditions Lumen avaient bien voulu m'envoyer ce tome 2 en service presse. Et là encore, j'ai été très agréablement surprise. Je m'attendais pas, je m'attendais déjà pas à ça avec le tome 1. Et encore moins avec le tome 2. Souvent on se dira le tome 2, quand le tome 1 a beaucoup plu, on pense que le tome 2, voilà, ça va être moins top. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment très bien fait. On va vers un autre type de récit et c'est super, toujours avec les mêmes personnages. Mais c'était vraiment une très bonne lecture et encore un coup de cœur et un roman qui se dévore très très vite. Alors, moi j'ai préféré les couvertures brochées. J'aime pas trop le relier collector qui sont gris métallisés. Je craque pas. Pour une fois que je craque pas pour un relier collector, c'était très bien. Alors, je vais avoir du mal à vous parler de ce tome 2 parce qu'il spoil complètement le tome 1. Je vous conseillerais même, si vous le voyez en librairie, si vous n'avez pas lu le tome 1, de pas lire le résumé du tome 2 parce que vous allez être complètement spoilé. On va suivre une jeune femme, Isla, dans un monde fantastique et alors ça doit être les 100 ans, il y a ce qu'on appelle le centennal et tous les rois et reines de chaque peuple se retrouvent sur l'île de Lark où ils doivent passer plusieurs épreuves afin de mettre fin à une malédiction qui les a frappés il y a plusieurs siècles de cela. C'est-à-dire qu'ils perdent leur pouvoir. Par exemple, on a le peuple de l'éther, donc de l'air. Ils pouvaient voler, ils ne peuvent plus voler. Alors, ça a des conséquences assez dramatiques parce que notamment, ils ont une partie de leur habitation dans l'air. Ils ne peuvent plus y aller. Le peuple du soleil ne peut plus marcher à la lumière du jour. Il ne peut vivre que la nuit. Et inversement pour le peuple de la nuit qui ne peut marcher que le jour et pas la nuit. Isla, elle fait partie d'un peuple qui a pour pas une super réputation puisque leur roi et reine ont une sorte de malédiction, c'est-à-dire que quand ils tombent amoureux, ils finissent par dévorer leur amant ou leur amante. Donc voilà, ça commence pas super bien pour Isla. Déjà, elle a ce poids familial assez lourd quand même. Et elle doit se rendre donc au centennal. C'est la première fois qu'elle y participe. Pour d'autres, ça fait déjà 2-3 centenaux qu'ils font puisqu'ils ils sont assez vieux. Isla, c'est la dernière princesse, la dernière reine de son peuple, sachant que ses parents sont morts. Elle a été longtemps en plus, enfin quasiment tout le temps. Elle avait je ne sais pas si on va appeler ça des gouvernantes, mais deux femmes qui s'occupaient d'elle et qui l'ont un petit peu tenue reculée du monde. C'est-à-dire elle n'a jamais quasiment rencontré les gens de son peuple, elle n'a jamais pu faire connaissance avec d'autres personnes de son âge. Elle a vécu assez isolée du reste du monde et on sait qu'en plus, elle a un lourd secret. Alors, on ne le sait pas tout de suite, on va le savoir au fur et à mesure. C'est bon, voilà. C'est vrai que du coup, on se dit, elle part pas gagnante quand même pour ces épreuves, d'autant qu'il y a pas mal de choses trappes fait par les autres concurrents, hein. Malgré tout, entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Elle arrive dans cet univers, cette île qui est tout simplement incroyable. Elle découvre voilà, les rois et reines de chaque peuple et on apprend leur singularité à tous, quel pouvoir ils avaient, quelle malédiction les frappe. Et Isla va devenir amie avec une autre jeune femme. Elle va aussi rencontrer le roi du peuple de la nuit. Mais on se dit, ok, mais est-ce qu'elle peut leur faire confiance? Voilà, c'est toujours la question qu'on se pose tout au long du récit. Et on se demande comment elle va faire pour passer les différentes épreuves. Ça va pas être évident. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais que ça n'a pas forcément fait l'unanimité partout. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième tome est vraiment la suite directe.
Et on va être dans un jeu passé-présent en plus, ce qu'il n'y a pas dans le tome 1. Là aussi, il est très, voilà, il est très développé et du coup, ça donne une autre dimension aussi au tome 1. Donc franchement, alors, c'était classé en Dark Fantasy. Dark Fantasy, bon, non. Même s'il y a des scènes qui sont un peu dures, mais je dirais pas que c'est de la Dark Fantasy. Par contre, c'est de la fantasy matinée de, on va dire, de romantaisie, mais vraiment pour moi très prenant et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille. En plus, l'humaine, ils font, voilà, c'est pas très cher généralement. Là, je vais pas voir le psy, voilà, vous voyez le bébé que c'est 17 euros. Voilà. Donc, ça vaut le coup. Alors, c'est sûr que si vous prenez un collector, il est plus cher, mais je trouve que la couverture est tout aussi belle, et plus belle en broché. Ensuite, dans un autre genre, j'essaie quand même de vous faire dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Alors, celui-là, pareil, coup de cœur, une plume très poétique que j'adore, c'est Morgane Stankiewicz, Les Amitiés fantômes aux éditions Goater, qui m'ont fait la surprise de m'envoyer ce roman, le dernier de Morgane Stankiewicz. Alors, je pense que c'est grâce à l'autrice aussi, qui était avant éditrice des éditions Noir d'Absinthe, qui ont malheureusement fermé leurs portes. Et voilà, et on a, je trouve, alors vous allez me dire, la couverture est tout simple, moi je la trouve superbe. Oh, il y a encore le petit mot avec. Le cimetière, vous avez voilà, le château, je trouve ça, la présentation toute simple, mais vraiment très belle. Il y a un petit côté gothique, bien sûr, mais il y a surtout une plume très poétique, c'est Morgane Stankiewicz, et j'adore sa plume, voilà, c'est ça. Je pense que je pourrais lire n'importe quel livre de Morgane Stankiewicz, ça va forcément me plaire. Jusqu'ici, je n'ai eu aucune déception. Là, on va suivre, alors on est à notre époque, on va suivre Nora, qui est très amie avec Ivy. Elles se connaissent depuis des années, depuis l'école, et elles sont vraiment très proches. Alors, il n'y a pas de relation entre elles, hein, c'est une relation amicale, mais presque, enfin, d'âme sœur même, je dirais. Et malheureusement, Ivy décède, et on a toutes les réactions derrière de Nora, qui sont très émouvantes, très éprouvantes en même temps, parce que Nora, au départ, en fait, ne ressent rien. Enfin, pour elle, elle ne ressent rien à la mort d'Ivy. Elle dit, je comprends pas que je ne ressens rien, que je continue à vivre ma vie comme si de rien n'était. Elle dit, je devrais être écroulée par terre. En fait, on se rend compte que le choc est tellement dur qu'elle n'arrive pas effectivement à faire son deuil. Elle aide la famille d'Ivy, elle aide le futur mari d'Ivy à faire son deuil, et elle est là, elle continue, et jusqu'au jour où elle va franchement craquer. Et là, il va y avoir une remise en question. Elle va retrouver une liste qu'elle avait faite avec Ivy, et quand elles étaient au collège ou au lycée. Et elles avaient mis voilà, ce qu'elles désiraient faire quand elles seraient plus grandes. Donc, elle va suivre la liste d'Ivy. Alors, il y a ce côté voilà, très contemporain, une plume moderne, mais en même temps, le langage parfois utilisé est très poétique, un peu plus soutenu. Et voilà, il y a un très bon combo entre ce côté contemporain et ce côté poétique, un peu plus suranné, que j'ai adoré, qui est vraiment la plume de l'autrice en fait. Et puis il y a cette petite part de fantastique, puisqu'à chaque fois que Nora va essayer voilà, de cocher une des cases de leur liste d'envie, elle va voir Ivy réapparaître sous forme de fantôme. Alors on ne sait pas trop si c'est vraiment Ivy qui réapparaît, si c'est un fantôme, si c'est juste dans l'imagination de Nora, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le parcours que va faire Nora pour réussir à faire son deuil aussi, à rendre hommage à Ivy, à leur amitié incroyable. Et c'était vraiment très beau. Si vous cherchez une plume poétique, quelque chose de... C'est pas triste. Alors oui, il y a des moments un peu éprouvants parce qu'on parle quand même de deuil, mais c'est très poétique, c'est très beau, c'est... Voilà, moi j'adore. Voilà, je crois que je vous dis, à chaque fois que je vais lire un roman de Morgane Stankiewicz, je crois que je vais avoir la même réaction. Ensuite, j'avais lu, j'essaie de les prendre quand même, alors dans l'ordre. Là, on va plus repartir dans de la fantaisie, mais un peu différente. Abyss, le trône vide de Fabien Clavel aux éditions Nemos, qui était aussi un service presse d'ailleurs. Bon, en fait, ouais, à part une lecture personnelle, les autres sont des services presse. J'ai eu le nez fin sur les services presse, là, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des livres vraiment au top. Nemos, c'est une maison d'édition indépendante qui fait ce qu'on appelle de la littérature de genre, donc plutôt SF et Heroic Fantasy. Là, on est dans un SF, vous voyez, aquatique, on va pas un SF, un fantasy aquatique, on va dire. Vous voyez les créatures. Alors, c'est adapté d'un jeu de plateau avec des cartes qui a été créé par des Français en plus, et apparemment qui est assez connu. Bon, moi, jouant très peu tout ça, je ne connaissais pas.
Mais j'avoue, je serais curieuse de découvrir le jeu aussi. Donc l'auteur a repris, je pense, certaines trames et certains personnages. Bon, déjà, il y a la liste des personnages. Et ce qui est super, c'est que vous avez voilà, une carte avec les institutions d'Abyss pour voir comment fonctionne ce royaume. Alors, c'est dirigé par un roi qui a réussi à instaurer une certaine paix, qui est aimé du peuple, qui est apprécié, qui a apporté de la stabilité au royaume et qui a mis en place... Alors, c'est bien sûr, c'est lui qui décide. Il a un conseil royal, mais derrière, il y a une assemblée, il y a l'équivalent de Sénat, tout ça, où sont censées être représentées toutes les guildes. Vous avez le roi, son épouse, ses filles. Vous avez les différentes guildes qui sont représentées. Ça peut être des mages, ça peut être les cultivateurs, ça peut être ceux qui s'occupent de l'exportation de la nourriture. C'est l'armée, voilà, il y a plusieurs guildes comme ça. Ils sont tous quand même assez dominants. Et vous avez les malheureux alliés qui sont représentés par toutes les petites créatures. Alors vous voyez les créatures plus importantes qui tiennent le royaume, en fait, qui sont les dominants du royaume, ont des traits humanoïdes, mais ils sont vraiment d'inspiration très aquatique. Je serais curieuse de les voir en dessin, de voir une adaptation, je sais pas, même en animé pour voir ce que ça donne. Et à côté de ça, vous avez voilà, les alliés qui sont des petites créatures telles que les hippocampes, les coquillages, les crabes, et qui, même s'ils ont une petite place dans ce système social, enfin politique, sont quand même des dominés, sont quand même très mal vus, ils sont exploités, c'est-à-dire que c'est eux qui se tapent toutes les tâches, les basses tâches que les autres membres des autres guildes ne veulent pas faire. Ils sont victimes d'attaques. Voilà, donc vous avez quand même une société qui est encore quand même problématique. Et ça commence comme ça d'ailleurs avec une des représentantes d'une guilde qu'on appelle la pédagogue. Souvent, ils sont appelés comme ça par leur titre, par leur fonction. Et elle fait école à ces... Donc, elle fait partie d'une des guildes, donc plutôt de la classe dominante, et elle l'enseigne à des enfants alliés, donc vraiment des petites créatures, et ils sont victimes d'une attaque. Voilà, donc de ça va découler plusieurs choses. On va aussi y avoir quelques problèmes. Moi, je suis un autre personnage féminin qui remarque qu'au niveau des cultures, il y a un problème. Or, je veux dire, voilà, le problème est posé qu'effectivement, s'il n'y a plus rien à manger, ça peut entraîner la chute d'un royaume, la famine, il n'y a rien de pire. En même temps, au sein de la capitale, il y a des rumeurs qui courent disant que le roi a été blessé, voire qu'il serait mort. Donc tout de suite, il y a plein de gens qui veulent à tout prix, évidemment, se rapprocher du trône, s'emparer du trône, savoir ce qui se passe. Et en fait, on a pas mal de complots dans ce roman. Après, il y a des en-têtes de pages aussi qui sont super intéressants, qui sont extraits soit de livres, enfin imaginés, hein, de livres de littérature, soit de livres d'histoire. Et c'est super intéressant parce que du coup, on voit un peu comment les membres des guildes voient les alliés, notamment, c'est-à-dire comme des moins que rien. À un moment, la parole est donnée à chaque guilde et chaque guilde dit bah, c'est nous les plus importants. L'armée dit c'est nous les plus importants parce qu'on maintient la paix. Les mages disent c'est nous les plus importants parce qu'on protège le royaume avec notre magie. Et ça finit par les cultivateurs qui disent bah oui, mais sans nous, si les gens crèvent de faim, il n'y a plus rien. Et là, je me suis dit, effectivement, c'est peut-être eux les plus importants. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus rien à manger, vous êtes sûr que voilà, ça va être la guerre derrière et que ça peut causer l'effondrement d'un vampire. Donc, on va suivre plusieurs personnages, plusieurs points de vue qui vont se retrouver en fait mêlés à toutes ces histoires et à un complot quand même assez important. Et franchement, c'était passionnant, c'est super bien écrit. Moi, j'aime beaucoup Fabien Clavel. J'espère pouvoir le rencontrer aux Aliénales. Je pensais aller le voir, ce qui passait dans une bibliothèque pas très loin, où j'ai travaillé d'ailleurs. Et malheureusement, j'ai pas pu me libérer de tout le samedi. Donc là, j'espère le voir aux Aliénales et pouvoir lui faire dédicacer mon exemplaire parce que franchement, j'ai une pépite, quoi. C'est de la fantaisie, on va dire, maritime, mais là, vous êtes vraiment avec des créatures marines. Donc ça recrée tout un monde, la façon de parler, et, je veux dire, ils n'utilisent pas leur langue, enfin, ça sert à rien de parler dans l'eau, quoi. Mais si, ils font comme nous, ils utilisent des vibrations, il y a plusieurs langues. Alors celle des alliés, c'est mal vu d'utiliser celle des alliés, parce que voilà, encore une fois,
c'est des moins que rien. Il y a un moment où ils visitent la bibliothèque de la capitale. Je dis une bibliothèque dans l'eau. Et en fait, ils ont trouvé un super système, c'est-à-dire que les livres sont faits à base de corail. Donc, du coup, ils sont super lourds. Il faut être à plusieurs pour soulever une page. Mais je trouve qu'il y a une imagination là-dedans qui est tout simplement incroyable, qui nous fait pénétrer dans un monde qui est totalement différent du nôtre, puisque évidemment, il vit sous l'eau. Donc, c'est complètement différent. Et en même temps, c'est tout à fait lisible et on retient bien et c'est très compréhensible parce que des fois quand les auteurs partent dans des mondes comme ça très différents où ils remettent en place un autre système de langue, un autre système social, ça peut être compliqué. C'est pas le cas ici, c'est vraiment bien fait. Après on peut faire aussi beaucoup de parallèles avec notre propre société, donc ça c'était très intéressant aussi. Mais franchement je vous le conseille, il est très bien et il est franchement accessible. Alors, ensuite, bah ça, ce sera ma seule lecture perso que j'avais dans ma palle depuis un moment. C'est le tome 1 de La Confrérie du Sang, l'ombre des dieux de John Gwynne aux éditions Léa. John Gwynne, dont j'entends beaucoup parler depuis l'année dernière, hein, qui est reconnu, c'est un auteur britannique qui est reconnu pour ses écrits dans le monde de l'heroic fantasy. Là, on est dans de l'heroic fantasy adulte, hein, vraiment dans de la pure heroic fantasy. J'avais acheté sa première trilogie. Alors, je suis en train de regarder parce qu'ils sont là-bas. C'est Malice et Bravoure. Et en fait, j'ai cru que celui-là, c'était le tome 3. En fait, pas du tout. C'est une autre trilogie qui a débuté. Pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis. L'autre trilogie, alors je ne sais pas d'ailleurs si ce sera vraiment une trilogie, mais du coup j'ai acheté aussi le tome 3, j'ai tellement aimé, et j'ai acheté le tome 2 de celui-ci parce que j'ai trop aimé. J'ai adoré cette plongée, première plongée dans l'univers de John Gwynne, j'ai vraiment super adoré. On me l'a fait en lecture commune, c'est pour ça que je l'ai sorti de ma palle. C'est comme ça que j'arrive à sortir de temps en temps des livres de ma palle en lecture perso. Ce sont dans le cadre de lecture commune et c'était vraiment super. Puis, je sais pas si vous voyez là, voilà, vous avez cette espèce de monstre dragon, serpent, puis le pauvre être humain là qui essaie de se battre contre lui. En fait, on est dans un monde où 200 ans auparavant, les dieux se sont battus les uns contre les autres, notamment ce dieu serpent. Donc il y avait les parents, les enfants, enfin tout ça sont des dieux hein, qui se sont battus entre eux. Ça a été une horreur et il y a eu beaucoup de dégâts auprès des humains, auprès du monde dans lequel ils vivent. Beaucoup de choses ont été détruites, beaucoup d'humains sont morts, et notamment la plaine, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, Vigrid, bah, si pour une fois j'avais bien le nom en tête, la plaine de Vigrid qui est complètement dévastée parce que c'est là qu'a eu lieu la plus grosse bataille entre les dieux. Et 200 ans plus tard, bah, les hommes et les femmes vivent, alors on est dans des influences clairement vikings, hein. John Gwynne est un passionné des vikings. Donc même si on ne retrouve pas les dieux du panthéon viking ou scandinave, c'est des jeux qu'il a inventés. On est vraiment dans cette ambiance-là, avec des mots qui sont propres à la culture viking, comme le jarl, qui est l'équivalent d'un comte ou d'un seigneur chez nous. Si vous avez regardé la série Viking, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, une grande influence de la culture viking. Donc beaucoup de combattants, beaucoup de guerriers. On va suivre trois points de vue en fait, 3 personnages, dont 2 font partie de confréries. Alors évidemment, c'est la trilogie de la confrérie du sang. Et on voit toute l'importance de ces confréries et on voit les 3 points de vue de ces personnages. Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas évident hein, de rentrer dans de l'heroic fantasy parce que souvent, il y a beaucoup de noms de personnages à retenir, de lieux, le système qui est mis en place, voilà, ça fait beaucoup. Il y a un petit lexique à la fin, quand même, un glossaire pour les mots, voilà, qui sont typiquement empruntés à la culture viking. Alors, ça nous a fait rire parce qu'il y avait quand même un mot qui revenait souvent, c'est un scramasax, je crois. J'ai déjà oublié, scramasax, ça doit être. C'est une espèce de couteau. J'avais jamais entendu ça, mais alors, ça revient souvent dans le livre. Il y a quelques répétitions comme ça, il peut y avoir quelques petites longueurs aussi, mais n'empêche que j'ai adoré. Ça nous a fait rire, ce truc de scramasax, mais je crois que ça se dit saex en quelque chose comme ça en anglais, donc c'est beaucoup plus court en anglais, mais alors en français c'est une catastrophe. Mais voilà, donc on va suivre, je vais quand même vous parler des 3 personnages. On va suivre, alors je ne dis pas de bêtises, c'est Orca, il me semble, mais je préfère vérifier. C'est bien Orca, qui est une mère de famille. Elle est avec son mari et son fils. Ils vivent un peu à l'écart du village le plus proche.
Et on sent qu'Orca, on se doute qu'elle a un passé quand même assez tumultueux. C'est quelqu'un qui paraît très dur. On sent bien qu'elle aime son fils et son mari, mais elle essaie d'élever son fils à la dure parce qu'elle dit voilà, le monde est dur, on ne sait jamais ce qui nous attend et il faut toujours se préparer au pire et savoir se battre. Et puis, alors qu'ils sont à la chasse, ils voient au loin de la fumée. En fait, ce sont leurs voisins les plus proches qui vivent aussi à l'écart du village, qui ont été attaqués. Alors, quand ils arrivent sur les lieux, ils ne savent pas qui les a attaqués, pourquoi ils ont emmené leur fils, voilà, pourquoi ils ont mis le feu, euh, quel genre de personne ou de créature ça peut être, parce que dans ce monde, les dieux, une fois qu'ils ont fini leur bataille, pour la plupart, ils sont morts ou ils ont été enchaînés dans les tréfonds de la terre. Mais ils ont ouvert des failles, ce qui fait qu'il y a des monstres qui sortent de ces failles. C'est intéressant d'ailleurs de découvrir ces différents monstres et de voir des fois les rapports entre les humains et ces monstres. Et ils ont aussi laissé des traces dans le sang même des autres humains. Ils portent un nom, en fait, ce sont des êtres humains qui ont un peu du sang de ces dieux qui est resté dans leurs veines de génération en génération. Et ils ont des pouvoirs, sauf qu'ils ne sont pas du tout appréciés des autres êtres humains, puisqu'on les considère un peu comme des enfants ou des descendants des dieux qui ont fichu le dawa sur leur monde. Donc on les appelle je ne sais plus comment, et donc ils sont souvent, soit ils sont tués, soit au mieux ils sont des esclaves. Ils ont un collier d'ailleurs spécial qui les empêche d'utiliser leur pouvoir, enfin c'est très dur. Il y a beaucoup de, voilà, on voit pas mal d'esclaves et de notions d'esclavage. Je vais pas retrouver comment on les appelle. Les corrompus, ça y est, ça me revient. Ils sont appelés les corrompus. Alors qu'eux, ils n'ont rien demandé. Je veux dire, ils sont nés comme ça, avec des pouvoirs, c'est pas de leur faute, quoi. Mais voilà, ils sont très très mal vus, ils sont tués ou ils sont réduits en esclavage. Et on va suivre donc Varg qui lui, alors lui c'est pas un corrompu, c'est un simple esclave. Quand on le découvre, il vient de tuer son maître et de s'enfuir. Et on voit un peu son passé en fait, on va comprendre pourquoi il s'est enfui, pourquoi il n'en pouvait plus. On voit voilà tous les passages qu'il a vécu. Il a été vendu avec sa sœur à l'âge de 5 ou 6 ans, enfin c'est ce qu'a raconté son propriétaire, parce qu'ils ne s'en souviennent plus, quand il avait 5 ou 6 ans, et voilà, ils ont été vendus par leurs parents. Et voilà, on voit toute leur vie en tant qu'esclave, c'est très dur, et il aurait besoin des services d'une sorcière. Or, une sorcière, c'est forcément une corrompue qui a des pouvoirs, donc c'est forcément une esclave, et il en trouve une dans un village, mais elle fait partie de cette fameuse confrérie du sang. Et pour pouvoir lui parler, eh ben, il faudrait qu'il soit accepté dans cette confrérie du sang. Ça tombe bien, ils viennent de perdre plusieurs de leurs membres et ils cherchent des remplaçants. Mais il doit pour cela se battre contre un homme qu'on surnomme demi-troll parce qu'il est hyper fort. C'est vrai qu'on assiste au duel avec les différentes personnes qui essaient d'intégrer cette confrérie. Il les tue pas, hein, mais c'est une force de la nature. Il est invincible, quoi, quasiment. Voilà, donc il y a Var qui essaie d'être dans cette confrérie, mais pour des raisons très personnelles. Et on va suivre alors le dernier personnage qui est une femme. Les femmes ont un rôle très important hein, dedans. Voilà, vous avez des guerriers, mais vous avez énormément de guerrières aussi. Vous avez des jarls femmes. Vous avez celle qui contrôle ce monde, c'est une reine et pas un roi. Donc voilà, la place de la femme est quand même assez importante et ça c'était super, vraiment intéressant. Var, elle fait partie de la confrérie des chiens de guerre. Elle est assez jeune, hein, mais elle a grimpé les échelons petit à petit. Ça devient vraiment une guerrière de plus en plus puissante qui commence à être dans les bonnes grâces du chef de cette confrérie. Alors c'est ni plus ni moins que des mercenaires qui offrent leurs services au plus offrant, qui capturent des corrompus pour les revendre, parce que bah, c'est pratique, hein, des gens qui ont des pouvoirs et de les avoir comme esclaves. Voilà, mais on sent qu'elle a des origines autres, on ne sait pas trop lesquelles, on ne sait pas trop d'où elle vient, ni quel est son passé. Donc, on va découvrir des choses au fur et à mesure avec ces trois personnages. Donc on se doute qu'à un moment, ils vont finir par se rencontrer, mais pour le coup, c'est vrai qu'ils vivent un peu leur vie, chacun de leur côté.
Et en même temps, on voit qu'il y a des choses un peu étranges qui se passent au sein des confréries. Du côté de Orca aussi, puisque elle ne sait pas qui a attaqué ses voisins. La Jarl qui les dirige, bon, elle a des adjoints qui ont un guerrier qui est prétentieux au possible, mais pas super courageux. Et il s'en fiche un peu de ces villageois qui vivaient à l'écart du... Enfin, ces non-villageois plutôt qui vivaient à l'écart, je vais y arriver, du village. Voilà, ils font pas grand-chose pour aider. Puis voilà, Orca va être prise dans une boucle voilà, où elle va se retrouver mêlée de près à, voilà, à ceux qui ont enlevé le fils de ses voisins. Et voilà, on va suivre Var qui va peu à peu aussi intégrer cette confrérie du sang. Il doit passer des épreuves aussi, hein, c'est-à-dire aller avec eux à la guerre tout simplement. Et puis les chiens de guerre qui capturent aussi des corrompus et qui vont se retrouver obligés d'aider une de ces corrompus. Donc c'est pareil, vous avez plusieurs, voilà, plusieurs quête en quelque sorte, enfin, plusieurs voyages. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas cette quête, ce trope, vous voyez, l'élu qui fait sa quête et qui est l'élu. Souvent, on sait d'avance qui est l'élu, mais lui-même ne le sait pas. C'est quelqu'un de tout simple, qui a une vie toute simple, et d'un seul coup, il se retrouve, voilà, embrigadé dans des trucs incroyables. Là, il n'y a pas ce trope-là. On suit plusieurs personnages qui sont déjà bien, voilà, qui ont déjà eu leur vie. Et c'était d'autant plus intéressant. Ça a changé des lectures de fantasy habituelles. Alors, il y a beaucoup de batailles, hein, voilà, c'est un monde effectivement hyper dangereux, effrayant, voilà, le danger peut être partout, même entre humains, on ne peut pas se faire confiance, et bien sûr, il y aura aussi quelques petits complots, des choses pas très claires au niveau de certains jarls, au niveau de leur trafic avec les corrompus. Et on va avoir aussi beaucoup de références à ces anciens dieux. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Le dénouement, oh, ça monte en puissance, hein. On est dans un monde en plus, voilà, il fait froid, vous êtes un moment dans un brouillard quasi permanent, c'est très immersif. Et puis, ce final, il était génial. Et la dernière phrase, enfin quasi la dernière phrase, je me suis dit, oh non, je l'avais pas vu arriver. J'étais, c'est pas vrai. J'ai pas le tome 2, je trouvais pas le tome 2 en librairie. En plus, c'est pas vrai. Tout simplement incroyable, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, c'était super bien trouvé. Voilà, et on comprend ce qui lie les trois personnages, hein, effectivement. Et je me dis, le tome 2 promet, quoi. Ça va être, je pense, une régalade aussi de le lire. Ensuite, là, je suis partie plus faire de l'horrifique. Caroline Carton qui m'a contactée pour m'envoyer son dernier bébé, Daemonium Circus, que je trouve magnifique. Ouais, la couverture, là. Le Jaspage, super. Donc, c'est une auto-édité. Le livre, il coûte 20 €. Voilà, avec Jaspage et compagnie, il est vraiment pas cher du tout. Et j'ai adoré, une véritable pépite. On est dans une ambiance, voilà, de cirque un peu mystérieux. Moi, j'aime bien. Ça me fait toujours penser, puis on est dans un cirque où il y a ce qu'on appelait des monstres de foire. Ça me fait toujours penser au film Freaks que j'adore, qui se passe voilà, dans un cirque où il y a, voilà, ce qu'on appelait des monstres de foire, et il y a toute une intrigue derrière. Alors, je dirais le film Freaks, il n'y a pas vraiment du fantastique, si ce n'est la fin, qui est très spéciale, qui est très surprenante. Voilà, je vous conseille ce film. Alors oui, il est en noir et blanc, mais franchement, il dégomme. Et j'étais contente parce qu'à la fin de ce roman, en fait, l'autrice en parle. Elle a aussi cette référence, parce que je me suis dit, ça se trouve, je suis complètement à côté quand je cite dans ma chronique cette référence, mais si, on avait la même référence. Sauf que là, on va plus aller vers du fantastique. Alors, on va suivre, j'ai encore oublié le nom du personnage, bien sûr, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Alors, Phileas, ah bah oui, Phileas, c'était en l'honneur de Phileas Fogg de Jules Verne, donc j'aurais dû le retenir. On suit Phileas au début du XXe siècle, on est en 1903. C'est un jeune garçon qui a été adopté par des fermiers et il veut quitter voilà, sa petite ferme natale pour devenir journaliste. Donc il veut se rendre à New York. Bon, bien sûr, ça coûte énormément d'argent d'aller jusque-là. Donc il s'arrête à certains endroits pour gagner un peu d'argent et continuer son voyage. Et il s'arrête dans une ville où il y a un journal local. Le patron l'embauche, mais pas en tant que journaliste, mais en tant que vendeur de journaux. Bon, bah, il ronge son frein de Phileas, hein, il n'a pas trop le choix, il lui faut de l'argent.
Et puis, pas très loin de cette ville, s'est installé un cirque itinérant qui, effectivement, a la particularité d'avoir ce qu'on appelait des monstres de foire. Et au début, son patron dit à Phileas d'aller là-bas pour vendre des journaux dans la petite ville qui est à côté du cirque et dans le cirque même pour faire vendre ses journaux. Phileas s'y rend et il a un coup de cœur. Voilà, tout simplement, déjà, il a un coup de cœur. Et vous allez me dire, je suis en train de vous raconter une histoire d'amour. Mais pas du tout. Pas du tout. Même s'il y a des sentiments dedans, non, c'est pas une histoire d'amour. Mais voilà, il a un coup de cœur et il se sent assez à l'aise avec ses... alors, ce sont quand même des êtres humains, je veux dire, c'est pas des monstres, mais il se sent très à l'aise avec eux. Il a pas, il est jeune, il est naïf, donc il n'a pas ce regard que peuvent avoir d'autres personnes à voilà, les trouver étranges, bizarres. Dans la petite ville près de laquelle le cirque s'est installé, les gens commencent déjà à dire ouais, mais c'est quoi ces monstres? Je suis sûre qu'il y a des choses pas très claires qui se passent là-bas. Voilà. Mais du coup, nous aussi, on se dit ouais, est-ce que tout est clair dans ce cirque? Est-ce qu'il se passe pas des choses un petit peu étranges? Et donc Phileas fait leur connaissance une première fois. Il y retourne, il y passe la nuit. Alors, est-ce que c'est la première nuit qu'il passe ou alors, je ne sais plus si c'est la première et deuxième nuit. Il y va avec un autre journaliste puisque son patron considère que Phileas n'est pas assez bon pour écrire des articles. Donc, il y va avec un autre journaliste chevronné, mais qui n'est pas super bien accepté par la troupe, contrairement à Phileas. Et ils dorment là-bas parce qu'il pleut, parce que la route est longue. Et Phileas se réveille, son collègue journaliste n'est plus là. Et voilà. Alors, bien sûr, il a fait connaissance avec les différents artistes qui sont dans ce cirque. Il cherche après son collègue et il le retrouve dans une position assez spéciale. Je vais vous en dire plus, je ne veux pas vous spoiler le roman. Mais, bon, trigger warning. On est dans le glorifique en même temps, hein, donc c'est sûr que, voilà. On va avoir des choses quand même assez glaçantes. Bon, bref, alors de fil en aiguille, alors on a cette impression déjà, enfin moi j'avais cette impression, voilà, on se dit on va dans un cirque par rapport à la 4e de couverture, on se dit il doit se passer des choses pas très catholiques dans ce cirque. On se dit qu'est-ce qu'ils font exactement? Il y a une voyante avec eux en plus, qu'est-ce qu'elle fait elle, voilà, elle pourrait pas traficoter des petites choses avec des démons ou des diables, on ne sait pas, c'est spéculation. Donc il y a cette espèce de malaise, et puis en même temps on se rend compte que Phileas est très bien accepté, et ils sont très sympathiques ces artistes de cirque. Et puis en même temps il arrive, voilà, ce gros truc à son collègue, vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? On se pose des questions, mais on les trouve sympas, et il y a, alors je ne vais pas trop vous dire pourquoi, mais il y a un second malaise qui s'installe, où là je commençais à me poser des questions sur un autre personnage, un autre que les artistes de cirque. Je me dis mais quand même, c'est bizarre. Enfin, voilà, ça me crée un autre malaise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on arrive, voilà, ça monte en puissance, ça, parce que, voilà, il y a des choses étranges qui se passent. La ville d'à côté commence à avoir une haine qui monte envers ces autres qui sont différents d'eux. Et puis, plouf, ça s'arrête et on se retrouve, alors en 1953, je crois, enfin, quasiment un demi-siècle plus tard. Alors là, grosse frustration parce que, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. Alors, à savoir que j'avais abordé cette seconde partie, bon, généralement ça arrivait à peu près à l'heure à laquelle je me couchais. J'ai dû me relever pour lire. Je n'arrivais pas à dormir. Il y a longtemps qu'un livre ne m'avait pas fait cet effet-là. J'ai dû relire. Le lendemain, j'étais éclatée. Mais je voulais au moins savoir quelque chose. Voilà, j'ai pas lu jusqu'au bout, hein, je l'ai pas terminé cette nuit-là, mais il y a quelque chose que je voulais savoir. Donc, voilà, il fallait que je sache. Et voilà, et on se retrouve dans les années 50, et si je dis pas de bêtises, hein, encore une fois, j'ai peur de vous dire des bêtises. Non, c'est pas dans les années 50, c'est en 1936. J'aurais dû revenir la date en plus, 1936. Pas du tout dans les années 50, donc 1930, 1903 au départ, 1936. Après, je vous dis, c'est le problème quand on a lu des livres depuis un moment, on oublie des trucs. Et là, on va suivre un avocat qui est marié depuis peu de temps, toujours aux États-Unis. Il a visité une prison où il y a des repris de justice, enfin des criminels quand même assez lourds. Et il fait la connaissance d'un prisonnier qui un peu vit retranché. Alors déjà, ils l'ont mis dans un cachot, mais dans un sous-sol très humide.
une sorte de caverne en fait. Euh, il vit un peu dans son propre monde, hein, ce prisonnier. Il parle quasiment pas, il reste à fixer le vide. Il est très étrange. En fait, après avoir rencontré cet avocat qui était avec d'autres collègues qui bon, ils visitaient la prison, ce prisonnier veut lui parler. Alors là, le directeur de la prison se dit enfin, parce qu'en fait, bon, je peux pas trop vous dire, je peux pas trop vous spoiler, mais ce prisonnier, il a jamais dit, voilà, il a été arrêté pour plusieurs crimes, mais on n'a jamais su toute la vérité sur ces crimes. Vous vous doutez que, évidemment, ça a un lien avec la première histoire. Donc voilà, notre avocat embarqué à parler avec notre prisonnier qui enfin se décide à parler. Et bien sûr, il va passer plein de choses. Il va retourner dans le passé pour savoir ce qui s'est passé justement au sein de ce cirque. Il va enquêter, il va essayer de retrouver les artistes de cirque. Enfin, c'était passionnant, c'était prenant, c'était angoissant. Vous avez une sensation de malaise, mais voilà, malaise qu'on a à la lecture de ce livre, hein, un malaise, je veux dire, agréable, puisqu'on le sait en allant dans ce genre de livre que voilà, ça va pas être les bisounours, hein, comme je le dis souvent. J'ai adoré, c'est une pépite. J'avais déjà lu de cette autrice Créature. Ah ben celui-là pour moi, il est encore mieux quoi. Il est vraiment, il est au moins un cran au-dessus, si c'est pas plus. C'est une pépite, une pépite. Alors c'est de l'horrifique, hein, bien sûr. Donc il y a des scènes, voilà. Il y a des scènes fantastiques, il y a des scènes horrifiques qui pourraient arriver dans la vraie vie. Voilà, donc je vous préfère vous prévenir, hein, mais de toute façon, voilà, vous savez que c'est de l'horrifique, mais quelle pépite. J'ai vraiment adoré, il est génial, il est génial, il est génial, la fin, c'est super bien trouvé. Le final aussi, parce que les livres d'horreur, les films d'horreur, des fois, enfin, la fin, ça fait cheplouche, quoi. Vous avez tout qui se dégonfle et vous dites, mais la fin, elle est... Et là, non, franchement, la fin, elle était super bien trouvée. Même si on se doute un petit peu de la fin, mais elle est super bien trouvée parce qu'il y a des éléments qui sont rajoutés. Et vraiment, mes gros coups de cœur sur ce livre. Enfin, vraiment, si vous n'avez pas peur de l'horrifique, si vous voulez tenter, si vous aimez, si vous avez vu le film Freak, si vous voulez tenter voilà, les cirques un petit peu mystérieux où il se passe des choses étranges, en même temps il y a une partie très intolérante de la part des humains qui n'ont pas eu de problème génétique à la naissance. Il y a tous ces sujets-là qui sont abordés, c'est vraiment génial. Et puis je vais finir, du coup ma vidéo va faire 3 plombes. C'est des coups de cœur, donc du coup j'en parle beaucoup. Là, ce livre-là, je l'avais demandé à BOD, hein, qui aide les auto-édités à pouvoir voilà, éditer leur roman. Et on peut leur demander aussi des services presse. C'était de l'heroic fantasy. Il me tentait, je l'avais vu passer sur Bookstagram. Et la couverture, elle est d'enfer. C'est Aesir Thomas, les dieux de pierre de Cléo Moncelois. Et vous voyez, vous avez ce dieu de pierre, enfin je pense que c'est un dieu. Et ce côté un peu steampunk avec ce côté mécanique. Et là, franchement, mais le gros coup de cœur. Encore une fois, on est dans de l'heroic fantasy adulte. Et pour le coup, je vous jure qu'il est plus complexe que le roman de John Gwynne, que l'ombre des dieux, par rapport au nombre de personnages, par rapport aux différents royaumes, aux différentes langues, aux différents systèmes politiques, à la société, aux dieux. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à ingurgiter au début. Par contre, voilà, il y a un lexique à la fin. Donc ça, c'est top. Vous avez une carte qui aide beaucoup. Alors, c'est un peu écrit petit pour moi, mais franchement, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début, voilà, j'y allais souvent pour me référencer. Voilà, vous avez à chaque fois vous avez des pages comme ça où on retrouve la couverture. Je trouve qu'il y a un travail éditorial qui est superbe. Et puis vous avez ce lexique à la fin qui aide beaucoup. Et après, alors c'est très passionnant dès le début. Et puis après, c'est bon, vous avez on retient pas tout, hein, mais on a l'essentiel en tête et on n'est pas obligé de retourner à chaque fois dans le lexique et dans la carte. Mais c'est vrai que c'est un monde très dense. Je discutais avec l'autrice, mais j'ai tu passé une plombe pour imaginer ce monde. Elle me dit oui, elle dit ça a mûri pendant des années en fait. Elle dit maintenant, là, elle a juste affiché la cover du tome 2. Donc là, il part en bêta lecture hein, pour des relectures. Et voilà, j'ai hâte qu'il sorte pour avoir la suite. Et voilà, elle dit ça va être moins compliqué d'écrire. Ça a été moins compliqué d'écrire le tome 2 puisque son monde était déjà posé. Mais quand même, c'est assez important. Et là, c'est pareil, on va suivre 2 points de vue. Alors, d'un prince qui fait partie du royaume du Nord
et d'une jeune femme qui est proche de la royauté aussi. Elle est la cousine, enfin la nièce des gens qui règnent sur le royaume du Sud. Alors on a un peu voilà, cette différence en plus entre le Nord et le Sud. Le Nord qui est très froid, où les gens paraissent peut-être un peu plus bruts de décoffrage, alors que le Sud, voilà, ils ont des tenues plus légères. Déjà, on a un côté très oriental, hein. Ils ont un mode de vie plus, comment dire, qui fait plus raffiné. Et puis, il va y avoir une rencontre voilà, entre ces deux mondes. Et il y a un petit peu des a priori des deux côtés. Et c'était assez sympa de voir justement la fin de ces a priori. Et on va suivre alors deux points de vue. Alors, encore une fois, les noms. Alors, c'est Tancred qu'on voit dès le début. D'ailleurs, il y a un prologue assez saisissant qui est un prince. Mais bon, il n'est pas appelé à régner puisqu'il est que troisième sur la liste de succession. Et c'est son frère aîné qui règne. Lui a été envoyé dans une académie spéciale puisqu'il a des pouvoirs. Et on va suivre dans le sud Esther, qui bon, est la nièce des gens qui règnent sur le royaume du sud. Ils utilisent des automates, d'où le côté un peu steampunk. Alors, dans le nord, c'est pas encore super développé, les automates. Ils ont encore un petit peu de mal. Ils ont un ingénieur qui est un véritable génie, qui a le meilleur ami de Tancred d'ailleurs. Et dans le sud, par contre, les automates sont déjà utilisés en tant que domestiques. Voilà. Pour le moment, on s'en sert en tant que domestique. Et puis, alors, il va se passer des choses affreuses, aussi bien dans le nord que dans le sud. C'est vrai que pour un premier tome, on dit souvent que les premiers tomes d'Heroic Fantasy sont introductifs. Là, c'est introductif, mais c'est aussi plein de rebondissements, très prenants, quand même pas mal de batailles, voilà, des choses très, très impressionnantes. Et puis, donc là, il y a de la magie, mais en même temps, la magie n'est pas du tout acceptée. Donc, Tancred est obligé de cacher sa magie, même s'il est prince. Au sud, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de magie, mais on sait qu'elle est là, la magie, tout le temps. Voilà, le pouvoir est là et c'est en train de se réveiller. Et en fait, c'est ce monde... Alors, il y a plusieurs... siècles, je pense, de ça. Et il y a des géants qui sont arrivés dans ce monde et qui ont donné certains de leurs pouvoirs, qui se sont alliés à la famille de Tancred, en fait, à ses ascendants, et qui ont permis à cette famille d'avoir des pouvoirs. En même temps, il y a eu... elle a permis en fait, à la famille de Tancred de s'emparer des royaumes du Nord, en fait, d'unifier tous ces petits royaumes et d'en devenir les souverains. Alors, ça a installé une certaine paix, mais le problème, c'est que le peuple et beaucoup de personnes, les nobles aussi, mais en particulier le peuple, ont gardé cette habitude, même des siècles plus tard. Ils vénéraient d'autres divinités et ils dressaient des autels. Je ne sais pas s'ils faisaient brûler de l'encens, mais bon, voilà, il y avait plein de choses de fait pour ces divinités. Et ces divinités donnaient du pouvoir. Sauf que la famille régnante a voulu mettre fin, voilà, à tout ce côté un peu, c'est un peu comme, voilà, vous voyez, comme dans notre monde, quoi, quand la chrétienté, le christianisme est arrivé dans tous les pays, notamment en Europe, ils ont, voilà, voulu mettre fin au paganisme, à toutes ces petites religions qui adoraient des animaux, des arbres. Ils ont incorporé certaines de leurs fêtes justement pour que le christianisme s'installe plus. On a ce côté-là, avec quand même, il y a quand même eu voilà, des massacres, enfin, ouais, les peuples qui continuaient, ou les gens du peuple qui continuaient à adorer ces anciennes déités, étaient quand même poursuivis et on les empêchait de continuer. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Les géants, ces dieux géants, du jour au lendemain. Alors, c'est des géants, on ne sait pas vraiment s'ils sont des dieux. C'est la famille royale qui a dit si, c'était des dieux. Bon, voilà, pour mieux asseoir son autorité. Et ils ont disparu du jour au lendemain. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a des statues immenses érigées en leur honneur. Et Tancred, en fait, va se retrouver... il vivait assez à l'écart de tout ça, lui qui vivait dans son académie. Et son frère, donc son frère aîné est le roi. Son frère cadet vient le chercher parce qu'il y a eu un gros drame.
Et puis, on va se rendre compte que la situation politique est très compliquée dans ce royaume du Nord. Il commence à y avoir de la rébellion un petit peu partout, et notamment des villageois qui ne veulent plus entendre parler de ces anciens dieux, enfin ces géants, mais à nouveau rendre hommage à leur divinité, à leur petite divinité. Et ça pose problème, ça pose d'autant que le frère aîné de Tancrède, qui est roi, n'était pas aimé du tout. Il n'est pas aimé, il n'est pas apprécié, donc ça a encore plus fragilisé le royaume. Il va se retrouver mêlé à des complots. On va avoir, pas pour les mêmes raisons, dans le sud, Istère va aussi se retrouver mêlé à des complots. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire pour pas spoiler. C'est super bien fait. On se dit à un moment ils vont finir par se rencontrer. Voilà, il y a plein de choses. Et au niveau même des relations entre les personnages, on se dit que rien n'est acquis, quoi. Il peut y avoir des relations qui se développent d'un côté, mais on se dit, ouais, mais en même temps, il y a des relations amicales assez fortes. On sent qu'il y a un rapprochement entre différents personnages. Qu'est-ce que ça va donner? Enfin, vraiment, l'autrice m'a surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, son world building est tout simplement incroyable. La construction du monde est folle. C'est vraiment un monde à part. Et les personnages sont bien trouvés parce que Tancrède et Istère, ils pourraient faire figure de personnages secondaires. C'est pas eux les plus importants puisque ils vont pas régner ni l'un ni l'autre. Et voilà, et on voit tout de leur point de vue à eux, justement, qui sont un petit peu mis à l'écart du pouvoir. Alors, Tancrède un peu moins. Istère, elle, oui, pour certaines raisons, elle s'est tenue quand même assez cachée. Elle n'a jamais trop participé à la vie de la cour. Et elle fait un peu figure un peu de femme un peu peureuse, un peu, bon, voilà. C'est vrai que des fois, on a envie de la secouer, mais il y a une belle évolution du personnage. Mais en même temps, on comprend aussi pourquoi elle s'est un peu renfermée sur elle-même, pourquoi elle a pris cette décision. Mais elle va se retrouver obligée voilà, de prendre des décisions et d'aller un petit peu au-delà de ses limites et de ses peurs. C'est vraiment super bien fait. Il n'y a pas de temps mort, il y a beaucoup de rebondissements. Les personnages sont géniaux, même les autres personnages secondaires, que ce soit des soldats, des membres de la famille impériale, les rebelles. Voilà. Et voilà, on se dit, il doit y avoir des choses pas très nettes, effectivement. Il y a des rebondissements voilà, sur des personnages auxquels on se demande auprès desquels on se demande si est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas. C'est vraiment très bien fait. Le world building était vraiment incroyable. J'ai adoré les deux personnages de Tancrède et Istère et tous ceux qui gravitent autour d'eux. Je ne sais pas où ça va aller parce que franchement, c'est super bien travaillé. Il y a vraiment plusieurs intrigues qui vont finir par se relier. C'est incroyable. Il faut avoir une sacrée imagination et savoir mettre de l'ordre dans son imagination aussi pour écrire ce genre de roman, de roman, pardon. Voilà, c'est fou, c'est fou. C'est une lecture que j'ai vraiment adorée. Voilà, je vais terminer ici parce que du coup, ma vidéo va quasiment faire 1 heure. Mais voilà, ça a été des lectures coup de cœur et pépites. Et franchement, je vous les conseille. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur certains de ces romans. Il y en a peut-être vers lesquels vous avez envie d'aller et d'autres peut-être pas, justement parce qu'ils peuvent être un peu violents. Mais bon, n'hésitez pas voilà, à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous laisse ici pour ce point lecture qui a duré très longtemps. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!